Bonjour à tous, je suis très heureuse d'inaugurer aujourd'hui le lancement des webinaires de l'ACPF en partenariat avec Branchet. Branchet, partenaire que nous remercions aujourd'hui, qui nous met à disposition les locaux et tout leur soutien. Pour commencer, je l'espère, une longue série de webinaires qui ont été mis en place avec un travail acharné depuis plusieurs mois par Nicolas Ménard qui est à mes côtés aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous est pour beaucoup étranger et dont nous avons parfois méconnaissance et qui pourtant tend à se développer. Je veux parler aujourd'hui de l'exercice de la chirurgie pédiatrique en libéral et plus particulièrement en structure privée. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui sur le plateau 4 intervenants qui vont partager leur expérience, leurs ressentis et leur vision future de l'activité. J'ai donc l'honneur de vous présenter aujourd'hui le docteur James, qui est chirurgien pédiatre à activité de chirurgie plastique à Lyon. Le docteur Ken Dunlop, chirurgien pédiatre viscéral en région parisienne. Et le docteur Rogier Demar, chirurgien infantile à activité d'orthopédie pédiatrique, également en région parisienne. Nous avons également avec nous Maître Laccueil, avocat spécialisé dans la défense des chirurgiens, que nous remercions aujourd'hui de sa présence. Nous allons dans un premier temps laisser à chacun de nos chirurgiens la parole afin qu'ils puissent partager avec nous leur vision de l'activité libérale. Et nous aborderons dans un second temps la question des remplacements avec Maître Laccueil en partenariat avec Branchet. Et enfin, nous finirons par un temps d'échange et de questions. Docteur Ken Dunlop, vous êtes donc chirurgien infantile à activité viscérale en région parisienne. Et nous vous avons confié la mission, la lourde tâche d'être la première à nous présenter votre activité. Et je crois que vous nous avez préparé une présentation. Une présentation en effet, donc merci beaucoup à vous deux pour l'invitation, merci à la CPF pour cette occasion et je suis ravie de participer avec les collègues à ce tout premier webinaire et à qui on souhaite, à la CPF, une très longue vie. Moi, j'ai une arrivée assez récente dans la chirurgie de ville, puisque j'ai commencé il y a environ 5 ans, après une activité exclusive hospitalo-universitaire. Et quand j'ai réfléchi finalement à ce que ça m'avait apporté, la première chose, c'est de la liberté. Et ce sentiment-là, j'en ai discuté évidemment avec les collègues, il est partagé par l'ensemble des collègues qui ont fait le pas ou à un moment décidé de faire de la ville. Dans la manière dont je voulais discuter de la chirurgie pédiatrique, il y avait 3 points que je voulais aborder là aujourd'hui. Le premier, c'est celui de la charge administrative, qui est en ville assez lourde et qui a plusieurs éléments qui contribuent à ça. C'est l'activité clinique et à combien elle est différente de l'activité qu'on a connue dans notre formation hospitalo-universitaire. Et c'est la question importante de la responsabilité médicale. La charge administrative, je vais la présenter brièvement parce que je crois que le Dr James va y revenir ensuite plus longuement. Elle est complexe et c'est en soi un autre métier, un nouveau métier, parce que à côté du soin qu'on va apporter à nos patients, il faut se poser la question du secrétariat, qui jusque-là était complètement délégué, donc dont on se préoccupait peu, du ou des secrétariats, voir comment on peut être aidé, de la comptabilité, parce qu'il faut pouvoir gérer, de tout ce qui est afférent à ça avec l'URSSAF, qui va devenir un compagnon au quotidien, le Conseil de l'Ordre, qu'on connaissait très peu, si ce n'est pour payer la cotisation jusque-là, et qui devient aussi un acteur présent, et la Caisse nationale d'assurance maladie qu'on fréquentera et qu'on ne connaissait pas du tout avant l'installation. Et donc c'est vraiment une nouvelle manière d'appréhender son métier, mais pour lequel mon message en tout cas il va être très clair. Il faut pouvoir avoir de l'aide, se faire aider, ne pas hésiter, être accompagné d'un comptable s'il y a besoin, encore une fois d'une ou plusieurs secrétaires, parce que cette tâche-là, c'est beaucoup de travail en plus, c'est au minimum, en tout cas en ce qui me concerne, au moins une demi-journée par semaine à consacrer à ce qui n'est pas directement notre métier ou notre formation. Je voulais aussi faire avec vous un rappel sur l'activité clinique aujourd'hui en chirurgie pédiatrique. Ça, c'est parce que je suis au syndicat de chirurgie pédiatrique et donc c'est des données aujourd'hui qu'on a et qui nous ont intéressés.
Sur l'ensemble des chirurgiens pédiatres présents en France, vous voyez qu'un peu plus de la moitié sont en activité hospitalière salariée stricte et que l'autre partie ont une activité libérale qui se découpe de différentes manières, essentiellement en activité mixte pour 25%, mais certains d'entre eux, un peu plus de 10%, ont une activité, des chirurgiens pédiatres ont une activité libérale exclusive. C'est une spécificité de notre spécialité, puisque quand on compare à toutes les autres spécialités, sauf pour la chirurgie viscérale adulte, on est les seuls à avoir si peu de chirurgiens libéraux, mais c'est quand même pas si peu, puisque c'est à peu près 1 sur 2 qui a décidé de franchir le pas. Quand on regarde la démographie, là c'est notre grande spécificité en chirurgie pédiatrique, nous ne sommes que 375 ou un peu moins de 400 chirurgiens pédiatres avec ce DESC de chirurgie infantile. Donc d'autres chirurgiens font de la chirurgie pédiatrique, mais en tant que spécialiste de la chirurgie pédiatrique, c'est très peu, c'est 1% de l'ensemble des spécialistes. Et c'est une répartition sur le territoire qui malgré tout est assez correcte, parce que dans les études démographiques, on a l'habitude d'évaluer le nombre de soignants pour le nombre de personnes. Et donc, on est à 3,2 chirurgiens pour 100 000 enfants de moins de 15 ans. C'est beaucoup moins, évidemment, si on considère la population générale. Ce qui est très correct en termes de couverture. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est très mal répartis sur le territoire français, puisque vous voyez qu'il y a un département sur 2 qui n'a pas de chirurgien pédiatre disponible dans le territoire. Ce qui veut dire que, et ça ce sera pour plus tard, à court ou moyen terme, se pose la question, mais c'est vrai pour toutes les spécialités, de la répartition de la démographie médicale en fonction des besoins. Évidemment, je ne vais pas reprendre la question des déserts médicaux, mais combien on se répartit et où on va s'installer, où on veut s'installer quand on décide de franchir le pas. Pour cette démographie, juste une petite note, c'est que là on est 3 femmes, mais c'est 50-50 en chirurgie pédiatrique, hein, il y a autant d'hommes que de femmes, et donc on est là totalement paritaire. Et le dernier élément qui est intéressant, très récemment sur les 10 dernières années, le nombre de chirurgiens pédiatres a augmenté très nettement, donc ça c'est plutôt bien, c'est une spécialité qui donne envie et on est très content de ça. Et quand on regarde les projections, parce que ça on peut le faire de la population pédiatrique, eh bien on voit que sur les perspectives à long terme, cette population elle est à peu près amenée à se stabiliser ou à diminuer un petit peu, ce qui veut dire qu'on est probablement sur un bon équilibre d'activité et pas du tout dans les perspectives qui se passent pour la population adulte, avec un écart qui risque de se creuser avec la population vieillissante et le besoin des médecins. Ça, c'était juste pour le petit point activité démographique, mais qui est importante quand on envisage quand on est plus jeune, évidemment pas pour nos internes qui sont déjà dans la filière, quand on se pose la question de savoir si on veut aller vers la chirurgie pédiatrique ou pas. Alors, le deuxième point important, c'est l'activité clinique. Ce qui est sûr en chirurgie infantile viscérale, c'est que entre l'activité qu'on a connue, pour laquelle on a été formé au CHU, et celle qu'on a en ville ou dans les centres hospitaliers de plus petite taille, c'est que ça n'est plus le même type d'activité. Moi, quand je suis à l'hôpital ou quand j'étais à l'hôpital, j'avais une activité essentiellement de chirurgie générale, évidemment, mais de chirurgie thoracique et néonatale. Et évidemment, ce type de patient, elle ne s'exporte pas du tout. Parce qu'il faut de la réanimation, il n'y a aucune structure infantile aujourd'hui, même très costaud, très solide, qui a de la réanimation pédiatrique. Et donc, il faut aussi être prêt, on l'est plus ou moins, au fait qu'il va falloir redimensionner, reconsidérer les patients qu'on va prendre en charge. C'est de la chirurgie et c'est comme ça que sont organisés les établissements privés de ville, mais c'est tant mieux parce que moi je pense que c'est une sorte de complémentarité entre la ville et l'hôpital, essentiellement de la chirurgie ambulatoire. Et donc il faut aussi certaines compétences techniques, qualités, il faut travailler un petit peu plus vite. Si on est un peu lent, ce sera peut-être un peu compliqué que ce qu'on fait à l'hôpital. C'est pour partie, alors on fait de la chirurgie viscérale en ville, hein, on fait des nicènes, on fait des vésicules, on fait des malformations anorectales dans certains niveaux, mais c'est aussi beaucoup de pathologies urologiques. Et ça veut dire que quand on se prépare à une installation, il faut avoir été formé en urologie pédiatrique, parce que c'est au moins la moitié des patients, même quand on a une activité globale. Donc on ne peut pas... je caricature, hein, faire un clinica ou un internat de transplantation hépatique et se dire « demain je m'installe ». Ce sera très compliqué parce qu'évidemment, il y aura très peu de pathologie hépatique et beaucoup d'urologie.
Voilà. Et les pathologies lourdes, je vous en ai parlé, on ne peut pas les faire. Alors ça veut dire que si on a envie de continuer à les faire, il faut trouver un moyen de pouvoir continuer à travailler avec l'hôpital et pouvoir y participer. On peut évidemment les voir en consultation, on peut évidemment donner des avis, mais en tout cas, très clairement, on est très très limité quand il s'agit de les opérer et de s'en occuper complètement. L'activité clinique au quotidien, alors ça je pense que c'est un peu commun à tous, c'est nouveau, c'est le recrutement des patients. La question elle ne s'oppose pas quand on a été formé à l'hôpital, quand on était en centre hospitalier universitaire, il faut aller chercher, il faut que les patients viennent à nous, mais donc il faut aller les chercher. Il faut une certaine forme d'attractivité, il faut se reposer sur des correspondants qu'on parfois néglige peut-être un petit peu quand on est à l'hôpital parce que finalement on est de fait le centre d'adressage. Et donc, c'est des choses qui se mettent en place tout doucement. Et ce n'est pas si évident que ça, parce que quand on arrive à l'hôpital, évidemment, l'activité, elle existe déjà, elle tourne, et les patients, les consultations sont remplies, on ne se pose pas cette question-là. Donc, c'est un pas qu'il faut franchir, sauf, et ce n'est pas souvent quand on reprend l'activité d'un collègue, mais même quand on reprend l'activité d'un collègue qui est déjà là, il y a une réputation à travailler et il faut se faire connaître. L'activité clinique au quotidien, c'est aussi un bloc opératoire qui fonctionne très différemment du bloc opératoire qu'on a connu à l'hôpital parce qu'il faut s'occuper de tout. Il faut s'occuper des contraintes de matériel, il faut faire les contrôles soi-même, il faut penser à son aide opératoire, il faut fournir son aide opératoire. En chirurgie, à l'inverse de beaucoup de spécialités, on ne peut pas travailler tout seul, donc ça veut dire qu'il faut avoir son réseau. Et comment je fais si le lundi, mon aide opératoire, elle n'est pas là, parce qu'elle est malade, parce qu'elle a eu un problème de train? Je ne peux pas appeler l'aide opératoire d'à côté, elle n'existe pas, je ne peux pas appeler la penseuse de l'hôpital. Et donc, c'est toute une organisation qu'il faut apprendre à maîtriser. Et au départ, c'est un stress qui est vraiment, vraiment très important avant que tout soit bien rodé. Et enfin, l'activité, en dernier point pour ce qui est de ça, l'activité clinique au quotidien, c'est une relation avec l'anesthésiste, avec son collègue anesthésiste, qui est encore une fois un peu différente de celle qu'on a à l'hôpital. C'est un vrai binôme dans beaucoup d'endroits en tout cas, et là où moi je travaille, c'est un binôme qui fonctionne vraiment ensemble, et donc c'est un binôme qui s'occupe du patient. C'est de la même manière que je suis le chirurgien qui fait le recrutement, qui voit le patient, qui l'opère et qui le suit en post-opératoire. Tant que faire se peut et le plus possible, c'est l'anesthésiste qui voit les patients, qui fait connaissance, qui les endort et qui les gère avec moi s'il y a un souci. Et ça, c'est un grand confort, à l'inverse de ce qui peut se passer à l'hôpital, et je crois, et pour les patients et pour le chirurgien. Le dernier point qui est important, capital, je dirais même, c'est celui de la responsabilité médicale, parce que, je l'ai un peu dit là, mais on va travailler en autonomie beaucoup plus qu'à l'hôpital. On va travailler en autonomie, c'est la liberté, et donc c'est aussi pour ça qu'on l'aime, et il y a un prix à cette liberté. Et ce travail en autonomie, ça implique beaucoup de responsabilités. C'est dans l'organisation de la clinique, c'est si j'ai un problème au bloc opératoire, mais je n'ai pas grand monde autour de moi. Il n'y a pas 3 salles qui tournent, et le collègue en face, c'est peut-être un urologue adulte ou un orthopédiste. Donc s'il peut, il viendra m'aider, mais ça n'est sûrement pas mon senior numéro 2, mon patron ou mon collègue chef de clinique, parce qu'il n'existe pas. On peut bien sûr travailler à plusieurs, ça c'est fait, mais il faut l'anticiper. Si un jour j'ai une chirurgie un peu difficile, je préviens, on vient m'aider, mais si un jour je suis dans le souci, il faut savoir le gérer. Et donc ça veut dire aussi qu'en termes de capacité, il faut être prêt à assumer ça. Il faut être un peu débrouillard, il faut savoir prendre sur soi, et ça n'est pas simple. Et puis c'est aussi la responsabilité vis-à-vis des accidents, des incidents, des plaintes. Et là encore, c'est évidemment différent de l'hôpital, puisque à l'hôpital, on est salarié de l'hôpital, et donc la responsabilité médico-légale, elle revient à l'hôpital, sauf exceptionnelle faute détachable du service, mais donc on se sent concerné, mais d'assez loin, par tout ce qui se passe, parce qu'au final, ce sera jamais ou presque jamais notre responsabilité. Quand on est en libéral, on travaille dans l'établissement, mais on travaille en notre nom propre, et tout ce qui se passe, tout ce qui va se passer sur le patient, engagera d'une manière ou d'une autre, plus ou moins forte, notre responsabilité. Et ça, c'est très particulier et très nouveau, et c'est ce qui crée aussi parfois ces petites tensions qu'on sent entre les chirurgiens qui travaillent à l'hôpital et les chirurgiens qui travaillent à la ville, parce qu'il y a une petite incompréhension sur la manière de gérer des suites compliquées,
parce qu'encore une fois, le vécu n'est pas le même. Alors, moi, quand je suis arrivée à l'hôpital et quand j'ai fait diverses formations, entre autres évidemment en conseil en expertise médicale, je trouvais ça très injuste. Parce que le même souci, sur le même patient, ne sera pas du tout traité pareil. Et puis, j'y ai un petit peu réfléchi. Alors, c'est pas si injuste que ça, parce que finalement, ce qui se passe quand même à l'hôpital, c'est que le patient, on ne le maîtrise pas du début. Enfin, le parcours du patient n'est pas maîtrisé par le chirurgien qui l'opère. Parfois, il a été mis au bloc par le collègue, la décision d'intervention a été prise par le staff, et on se retrouve à faire des choses. Voilà. Et donc, c'est un peu décalé, où c'est vrai qu'en ville, j'ai décidé du début à la fin de ce qu'il fallait se passer, et donc, il faut assumer cette responsabilité. Donc voilà, ça n'est pas si injuste que ça, mais il y a encore une fois quand même un petit souci, un petit décalage sur la manière dont en ville on s'approprie cette responsabilité et à l'hôpital on la garde un petit peu à distance. Et donc ça c'est vraiment l'un des éléments le plus lourd, pesant, mais au sens de la responsabilité au quotidien. Voilà, c'était cette diapositive, pardon. Et donc pour finir et pour conclure, en tout cas, cette première partie, moi, je suis comme tout le monde, je crois, quand on discute, en tout cas avec tous les collègues qui font de la ville, convaincus que les deux organisations, elles sont faites pour fonctionner ensemble et qu'elles ne fonctionneront très bien que quand l'une et l'autre auront compris qu'elles sont complémentaires, tant au niveau de la gestion du patient, de la permanence des soins, parce qu'en effet, il y a peu de structures libérales, et je ne crois, en tout cas en chirurgie pédiatrique, qui ont de l'urgence pédiatrique et de la permanence des soins. Ça veut dire que quand il y a un patient qui ne va pas bien, alors on est très disponible bien sûr, mais on ne peut pas l'être tout le temps, parce que parfois le soir on n'est pas là, parce que parfois les week-ends on n'est pas là, donc on compte sur l'hôpital. Et donc il faut que ça puisse continuer à fonctionner comme ça et de mieux en mieux. Et il y a des complémentarités qui sont à développer. Et moi, en tout cas, je pense, on me l'avait dit, mais j'en suis convaincue aujourd'hui, que la meilleure manière de fonctionner, en tout cas pour notre spécialité, c'est de rester en bi-appartenant. Libre à chacun de décider si c'est du 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, mais garder ce lien avec l'hôpital, c'est continuer à avoir des informations régulières sur ce qui se fait de mieux en termes d'excellence, c'est continuer à avoir des correspondants quand on a besoin, et ça change tout, que ce soit un collègue, un interne, avoir des informations et puis permettre, encore une fois, si on a besoin d'opérer des patients un peu lourds, de pouvoir le faire. Et donc je termine sur ce petit bandeau de Saint-Exupéry, pas tellement pour le Petit Prince, mais juste parce qu'il avait dit, et je pense vraiment qu'il faut créer des liens entre les hommes, et donc il faut vraiment continuer à essayer de tisser ces liens entre la ville et l'hôpital. Très bien. Eh ben, je vous remercie, Dr Ken Dunlop, d'avoir accepté de démarrer ce webinaire. Merci à vous. C'était une très bonne présentation qui permettait de voir déjà l'activité globale, la présentation globale de l'activité libérale. Je retiens que cette activité, elle existe, surtout via l'activité mixte, mais en tout cas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'activité libérale existe en chirurgie pédiatrique. Vous posez les problèmes de démographie, donc on peut déjà introduire une question pour le débat. Est-ce que l'activité libérale qui va se développer sera un moyen de répondre à ces problèmes de démographie? Et pour finir, vous rappelez aussi bien que c'est une activité complètement différente, qui nécessite des qualités différentes, qu'il faut apprendre à maîtriser, d'où la nécessité de ce type de rendez-vous comme ce webinaire. En deuxième partie, je voudrais introduire le docteur Isabelle James, qu'on remercie d'être présente, qui est chirurgienne pédiatrique à activité de chirurgie plastique à Lyon et qui va nous partager son expérience sur la chirurgie plastique pédiatrique en libéral. Eh bien, merci beaucoup pour votre accueil, et donc à la CPF et à Bronchet pour organiser ce webinaire qui témoigne effectivement que cette activité libérale tire à cœur des jeunes chirurgiens et qui est effectivement une alternative à l'activité hospitalière. Je vais me permettre d'emprunter la petite zapette pour passer les dossiers. Merci, c'est pas grave. Alors, effectivement,
On m'avait demandé au départ quelle est mon activité et quelle est un peu ma semaine type. Donc, j'ai ce que je vous ai mis sur cette diapositive. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une activité un peu particulière puisque historiquement, la chirurgie pédiatrique était plutôt répartie en viscérale, urologique et orthopédique. Et puis que de plus en plus, il y a des chirurgiens pédiatres qui s'orientent vers la chirurgie réparatrice de l'enfant. On pourra en discuter éventuellement après. Donc, mon activité n'est dévolue maintenant qu'à la plastie exclusive, que ce soit des malformations de la face, du cou, des mains et l'enveloppe corporelle. Et donc, on m'a demandé un peu quelle est votre semaine type. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais. C'est que, donc, vous voyez qu'on a grosso modo, j'opère tout le lundi, tout le mardi et tout le mercredi après-midi. Et les autres parties étant réservées à de la consultation. Le vendredi étant l'activité ordinale dont on pourra parler. Et on voit donc qu'on met le doigt déjà sur un point, c'est que comme nous ne sommes pas salariés, on travaille tous les jours, mais si on ne travaille pas, nous n'avons pas de revenus. Donc, contrairement à l'hôpital, notre activité quotidienne, c'est soit du bloc opératoire, soit de la consultation. Et on verra un petit peu après comment se passe l'activité administrative. Alors, les 3 thèmes moi, que je voulais aborder sont ceux du fait que quand on est en libéral, eh bien, on gère une petite PME, puisqu'on va voir qu'on a du personnel, qu'on gère des locaux, qu'on gère des achats, des ventes éventuellement. Enfin, voilà. Donc, on s'organise en PME. Beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, en libéraux, sont plutôt en CELAR ou en société d'exercice, simple ou à plusieurs. Je pense que c'est important aussi d'aborder l'activité scientifique et clinique, comme tu l'as dit, pour qu'elle reste scientifique, clinique, éventuellement avec des staffs et un lien avec l'hôpital. Et puis enfin, les jeunes nous demandent souvent des renseignements sur nos vies de famille, puisque là, on est 3 femmes, effectivement, et c'est valable également pour les messieurs qui maintenant partagent beaucoup la vie de famille. Alors, pour ce qui concerne la PME, on va avoir à gérer du personnel, et ça, tu l'as très bien dit, Nadia. À l'hôpital, la secrétaire nous est imposée, et là, notre secrétaire, on va la salarier, on va l'embaucher. Et c'est un vrai binôme, on verra un petit peu après le travail qui lui est dévolu. Pour certains d'entre nous, les aides opératoires sont salariés. Je sais que ce n'est pas tout à fait le cas selon les établissements, on va en parler. On doit, et dans certains cas, il y a un investissement financier dans son outil de travail, puisqu'on va éventuellement racheter des parts de clinique, ou on va racheter une part d'activité, ou racheter des bureaux. Donc ça, c'est quand même un investissement. Et je pense que c'est important de sortir un peu de cette honte de la gestion financière. C'est vrai qu'à l'hôpital et à la faculté, on n'apprend pas du tout ça. Mais comme tout métier, on a un métier qui doit nous permettre de gagner notre vie. Et c'est vrai qu'au début, quand on est installé en libéral, tendre la feuille de soins et demander de l'argent, ça fait bizarre. Mais c'est comme ça, il faut s'y faire. Et les patients, évidemment, le comprennent très bien. Et on verra aussi pourquoi c'est important de se faire aider par des comptables pour voir quel est notre seuil de rentabilité, parce qu'on peut opérer beaucoup, mais si on perd de l'argent à chaque fois qu'on opère, on ne va jamais gagner sa vie. Mais il ne faut absolument pas, à mon avis, tomber dans le travers d'opérer tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on est en libéral et qu'il faut faire du chiffre. Et ça, c'est important, tu le disais tout à l'heure, pour la réputation et pour la fiabilité qu'on va avoir vis-à-vis des patients et des correspondants. Un petit mot rapide sur les compléments d'honoraires, parce que là aussi les jeunes nous connaissent moins, et tu le sais bien à titre syndicaliste. Le tarif de la sécurité sociale ayant 30 ans, il est évidemment illusoire d'opérer au tarif de la Sécu. On est obligé de prendre des compléments d'honoraires qui doivent être pris avec tact et mesure, évidemment. On s'adapte aux familles, remboursés la plupart du temps par les mutuelles, mais c'est important de donner des devis et de parler également aux patients de cette partie des honoraires. Alors, comme on le disait tout à l'heure, la secrétaire, c'est plus maintenant une sténodactylo qui va taper vos comptes rendus. Heureusement, on a des aides de bureautique qui doivent presque nous permettre de tout faire. Ce qui veut dire que avec des dictées vocales, avec des fichiers qui sont déjà pré-imprimés, etc. Donc notre secrétaire, c'est plutôt une assistante, en fait, et une collaboratrice, qu'une vraie secrétaire. Il faut voir que quand on est au bloc, eh ben, on n'est pas, par définition, en train de répondre au téléphone. Notre secrétaire, c'est notre vitrine. Et en libéral, c'est vraiment extrêmement important d'avoir une secrétaire qui répond facilement, qui ne laisse pas sonner le téléphone, et qui va aussi avoir l'acuité du degré d'urgence. Est-ce que celui-là, je le fais attendre 3 mois parce qu'on a 3 mois de délai de consultation? Celui-là, je me dis, c'est vraiment une urgence, je vais le rajouter demain, et qui gère un peu ses plannings. Et ça, je pense que c'est important, ce binôme-là. On est en lien, évidemment, avec les correspondants. Donc, ça arrive très souvent aussi que les correspondants, les médecins ou autres, nous appellent en direct pour prendre, évidemment, des rendez-vous. Et donc, c'est important que votre secrétaire connaisse les pathologies, justement pour savoir quel est le degré d'urgence, et puis évaluer si elle vous appelle pour demander des renseignements.
Alors un petit mot sur les aides opératoires, parce qu'on a discuté tout à l'heure et on s'est rendu compte que selon les établissements, c'était très différent. Moi, j'ai la chance effectivement d'être dans un établissement où tout est possible, c'est-à-dire que la clinique peut fournir des aides opératoires en les facturant bien sûr, cher. Il se trouve que moi j'ai des aides opératoires qui sont nos salariés. Gros intérêt, c'est que, on parlait des problèmes de matériel tout à l'heure, la semaine d'avant ou les 15 jours avant, elles vont valider l'ordre de passage au bloc, elles vont valider le matériel, elles vont valider les commandes, et on a eu un œil supplémentaire sur ce type d'aide technique, on va dire. Au bloc aussi, elles nous font gagner du temps parce qu'elles connaissent les pathologies, les installations, et ça va quand même plus vite que d'être aidé par quelqu'un qui ne connaît pas. Et pour ma part, comme c'est de la plastie, c'est vrai que c'est important aussi de gérer des pansements. Donc, elle gère dans les suites opératoires des pansements en binôme avec moi. D'abord, les parents sont contents parce qu'ils rencontrent quelqu'un qui a été au bloc opératoire et qui connaît la pathologie. Et puis, on parlait tout à l'heure de business plan, ou en tout cas de rendement. Moi, j'ai plus intérêt sur le plan financier à faire travailler une secrétaire, une infirmière que je salarie, et voir moi en consultation un patient première fois qui va me permettre d'améliorer un peu le chiffre d'affaires. Donc c'est aussi des choses, c'est pas une dépense dans le vide, hein. On en parle aussi assez régulièrement. Les médecins qui n'ont pas été formés à la finance à l'hôpital ont toujours l'impression que tout coûte très cher et qu'il ne faut pas dépenser. Or, cet argent qu'on va dépenser va nous permettre justement de gagner à côté un peu plus pour essayer d'équilibrer les comptes. Puisqu'on parle de compte, eh bien, pourquoi avoir un bon comptable? Là aussi, nous sommes incompétents, et ça, il faut le marquer en énorme. Ce n'est pas notre métier, et je pense que c'est très important. Là aussi, c'est un coût, mais c'est un coût pour lequel on va avoir un retour de quelqu'un qui va vous faire vos feuilles de vos bulletins de salaire, va faire vos déclarations fiscales, et va aussi vous assurer une certaine fiabilité aussi vis-à-vis de l'administration fiscale, qui voit que si ça a été fait par un comptable, a priori, il y a moins de risques que ça a été mal fait, qu'il y ait des redressements à faire. Donc je pense que ça, c'est vraiment important de s'allouer ça. Donc un petit peu de finance pour dire que ça paraît important, et ça on le voit bien aussi dans les hôpitaux, bien payer son personnel, c'est assurer aussi une fiabilité, que les gens restent, et ça évite le turnover, parce que c'est compliqué de former quelqu'un. Quand on a un binôme depuis longtemps, c'est compliqué de reformer quelqu'un. Il y a plein de petites aides pour payer correctement, de façon défiscalisée, ces aides opératoires et ces secrétaires. Un petit mot, parce que je prends ma casquette conseil de l'ordre là, on a très peur d'une financiarisation de la médecine. On la voit un petit peu moins dans la médecine, on va dire, des médecins installés ou des chirurgiens installés. On le voit beaucoup, on l'a vu beaucoup dans les laboratoires d'analyse médicale, dans les laboratoires d'anapat, et de façon plus récente chez les radiologues, où des financiers prennent un peu la main sous couvert de faciliter le travail des médecins. Et malheureusement, les médecins perdent leur indépendance médicale, avec un énorme risque, effectivement, de ne pas travailler correctement et d'être obligé de faire du rendement. Donc ça, on dit beaucoup aux jeunes de faire attention à ça. C'est important. Penser à s'assurer aussi, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on va différencier le chiffre d'affaires du salaire. Nous ne sommes pas salariés. Le chiffre d'affaires, c'est toutes les recettes qui vont rentrer. Ce sera le bloc opératoire et les consultations. Et ça va servir à payer le loyer, les secrétaires, l'électricité, la formation, etc., etc. Et grosso modo, pour une activité chirurgicale, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, c'est à peu près un petit quart qui reste entre le chiffre d'affaires initial et le bénéfice, hein. Donc c'est important, ça aussi, de le savoir. Et comme c'est une activité non salariée, il faut bien penser à s'assurer, parce que si on est malade, on le disait tout à l'heure, on ne travaille pas, on n'est pas payé. Et donc on doit s'assurer à la fois de façon personnelle, pour assurer notre propre revenu de la maison, mais aussi assurer la société ou son cabinet, parce que s'il n'y a pas de revenu, la secrétaire n'est pas payée, le loyer n'est pas payé, etc. Donc ça, c'est important aussi d'y penser. Et puis pour les femmes, penser aussi au congé de maternité. Il est clair qu'on ne prend pas 6 mois pour le 3e enfant. Voilà. Alors, on va passer maintenant au travail scientifique. Je pense que c'est vraiment très important quand on est installé en ville. Ce n'est pas parce qu'on a quitté l'hôpital qu'on va arrêter de faire la science. C'est important, tu le disais tout à l'heure, pour garder la connaissance de tout ce qui se fait de bien et de tout ce qui se fait d'excellence pour évoluer. Parce qu'en 30 ans, évidemment, les activités évoluent énormément, l'activité scientifique. Mais tout ça, ça nécessite du temps, parce qu'on disait tout à l'heure, quand on ne travaille pas en consultation, c'est du temps qu'il faut financer. Les consultations pluridisciplinaires en ville sont possibles. Je vous en donnerai un petit exemple rapidement.
Par contre, il faut évidemment trouver l'environnement qui est propice en termes d'établissement, de services, d'anesthésistes, on va en parler, et garder ces relations avec le CHU. Alors, un petit mot de médico-légal, c'est qu'on va en parler beaucoup. Je pense que, encore plus qu'à l'hôpital, où ça devrait être le gold standard partout, quelle que soit l'activité libérale ou hospitalière, la traçabilité doit être le maître mot de tout ce qu'on fait. On le sait sur le plan assurantiel, on doit au patient une information éclairée, tout doit être dit. Le patient doit être prévenu évidemment du résultat attendu, mais des risques de complications. Et c'est important de tracer dans les dossiers tous les comptes rendus opératoires, d'hospitalisation, CRO. Il m'arrive moi-même de tracer de temps en temps des appels que j'ai eus avec les familles, des appels que j'ai eus avec le médecin traitant, parce que on sait que si un jour on ressort le dossier, et bien cette traçabilité, c'est la seule preuve qu'on a travaillé dans les règles de l'art. Donc ça, c'est vraiment important. Et là aussi, un petit mot de casquette ordinale sur la rédaction des certificats médicaux. Énormément de plaintes sont autour des certificats médicaux. Et donc, quand on rédige un certificat, je sous-signais certifique, on ne certifie que ce qu'on a observé. On est un petit peu limite de l'activité libérale, mais on sait qu'on est un peu plus exposé sur l'activité libérale que sur l'activité hospitalière. Alors, quand vous allez décider de vous installer en ville, quand vous sortez de l'hôpital, vous aviez un beau service de chirurgie pédiatrique avec des anesthésistes pédiatres, des belles chambres bien décorées, des puéricultrices. Et ben, dans un monde idéal, il faudrait essayer de retrouver tout ça, évidemment. Parce que, vous le savez, il y a la charte de l'enfant hospitalisé. On ne peut pas mettre un enfant dans un service d'adulte. Donc, vous vous installerez très probablement dans des services qui seront déjà dédiés avec d'autres chirurgiens pédiatres ou d'autres pédiatres. Donc, avec l'environnement, on va dire, hôtelier, les parents qui peuvent dormir là, évidemment, ça c'est important, et les anesthésistes qui acceptent de vous endormir des enfants selon les tranches d'âge. Un petit mot sur la gestion des urgences, que je trouve très personnalisée. C'est vrai que par rapport à l'hôpital, je trouve qu'on a un lien plus direct avec les correspondants, avec les pédiatres ou avec les médecins généralistes, voire même des fois avec des patients. Je dois dire que certains patients ont mon numéro de portable. Hors astreinte, on en parlera tout à l'heure. Alors tu disais qu'effectivement, il y a peu d'établissements qui ont des permanences de soins. On a cette chance, nous, d'avoir une permanence de soins. Et je pense que là, ce sera vraiment le gros intérêt de la mise en place du DSR qui va définir des établissements de proximité, des établissements spécialisés, des établissements de recours qui seront le CHU, parce que justement, les urgences pourront être, le parcours du patient dans les urgences pourra être mieux fléché, et en particulier dans les centres spécialisés. L'ARS a ouvert des lignes d'astreinte, donc effectivement, nous, on a une ligne d'astreinte, mais on est 4, donc c'est un jour sur 4, un week-end sur 4. Alors, rapidement, comment on peut organiser une consultation pluridisciplinaire? On peut être centre maladie rare. En France, on est 4 cliniques ou 5 cliniques, je crois, à être labellisées centre maladie rare. Donc, on est nombreux. Je vais passer rapidement sur ces diapos parce que c'est peu intérêt, c'est dans le domaine des fentes faciales. Mais on peut organiser des ateliers de guidance orthophonique. Par contre, il faut payer l'orthophoniste, donc il faut trouver des moyens de financement, donc ce n'est pas toujours évident. On peut se faire labelliser par l'ARS pour avoir des consultations d'éducation thérapeutique, ce qu'on fait dans le domaine des fentes faciales, mais ce que font plein de services dans le domaine de l'urologie pour les sondages ou pour les diabètes, etc. Je crois que ça, c'est important de le faire. Il y a évidemment des difficultés, un peu plus qu'à l'hôpital. Il faut trouver de la place, puisqu'on paye nos loyers. S'il y a 3 bureaux, on paye 3 loyers. Donc trouver le financement de tout ça. Trouver le temps, parce qu'une consultation pluridisciplinaire est évidemment moins bien rémunérée qu'une consultation standard. Donc là aussi, il faut avoir envie de le faire. La gestion des photos, ça c'est un petit peu particulier pour la plastie, c'est qu'évidemment tous les patients ont des photos avant, après et pendant, et que c'est une gestion qui est aussi un petit peu chronophage. Et que les prises en charge financières sont vraiment très 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 limitées pour ce type d'activité. Donc il faut se faire aider soit par l'établissement qui a réellement une volonté de développer la pédiatrie, soit par des associations ou par au niveau de l'ARS où on peut avoir d'autres moyens de financement. Voilà, de temps en temps on se sent un petit peu isolé, mais je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Je crois que c'est vraiment très très important de garder cette collaboration avec l'hôpital pour staffer des dossiers éventuellement, pour avoir des aides techniques et justement pour avoir un pied si possible de temps en temps pour aller opérer ces malades un petit peu plus lourds. Donc c'est possible. Alors on parlait de l'environnement tout à l'heure, médical et paramédical. Dites-moi si, voilà, le temps, combien de temps je dispose? 5 minutes encore?
Encore quelques minutes. Quelques minutes, d'accord. Donc on a déjà vu ça. Voilà, je vais terminer là-dessus. On me pose de temps en temps la question effectivement de la vie de famille. C'est pas parce qu'on est chirurgien qu'on n'a pas une possibilité d'avoir la vie de famille. Personnellement, j'ai 3 enfants, voilà, dont un chirurgien, donc il n'a pas dû être traumatisé complètement. Bien garder le dialogue. Gros intérêt du libéral, on peut gérer son temps, donc on peut aller chercher ses enfants à l'école si on a envie. On rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on arrête la consultation, c'est sûr que c'est un chiffre en moins, mais c'est un équilibre qu'on peut avoir envie de trouver. Et puis évidemment, travailler en équipe, c'est important parce que si on n'est pas là et qu'on a un collègue qui peut gérer un patient, c'est vrai que ça peut être intéressant. Donc en conclusion, moi, ça fait 30 ans que je suis installée, je ne le regrette absolument pas. Je pense que c'est très enrichissant et la qualité humaine du lien, que ce soit avec les correspondants et les patients, est vraiment très forte. Pour certaines pathologies, effectivement, ça peut être un peu compliqué. Et dans mes rêves les plus fous, je dois dire que je pense que ce serait vraiment intéressant que tout le monde soit bi-appartenant, à la fois pour les hospitaliers de venir un peu en ville pour voir ce qui se passe, et pour les libéraux de pouvoir opérer leurs patients à l'hôpital. Merci. Merci beaucoup, Dr James. Je crois qu'avec cette présentation très complète, on peut dire qu'être chirurgien pédiatre en libéral, c'est avoir de multiples casquettes. C'est l'art de bien savoir s'entourer. C'est l'art d'être un bon chef d'entreprise et puis c'est l'art de savoir collaborer avec les structures adjacentes, que ce soit le CHU ou les médecins. Et en plus, ça permet de pouvoir faire dans certaines structures une chirurgie spécialisée de référence, comme vous avez l'exemple chez vous. On va enchaîner avec le docteur Rogier Demar qui va nous partager son expérience en chirurgie infantile spécialisée en orthopédie et qui nous a aussi préparé une présentation. Je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité pour ce premier webinaire et je vais avoir une présentation qui est un peu plus personnelle sur mon exercice particulier et comment je suis arrivée à travailler en libéral, ce qui n'était pas forcément ce que j'avais prévu au départ, mais qui est devenu finalement une évidence à la fin d'un parcours plus ou moins semé d'embûches. Donc moi je suis chirurgien infantile, orthopédiste pédiatre, donc j'ai une formation de chirurgien infantile, je fais partie des premiers diplômés du nouvel ENC version 2004 et j'ai choisi la chirurgie infantile au départ pour faire de la viscérale pour finalement me rendre compte que je préférais l'orthopédie. Donc voilà. Alors, j'ai pas mal tourné dans la France entière. Je me suis promenée entre Bordeaux, les Antilles, Paris, pour finalement m'établir à Paris, du fait de mon histoire personnelle, puisque j'ai eu la chance de rencontrer un Parisien qui ne souhaitait pas forcément partir de Paris, et ce qui a entraîné des entraves dans mon projet professionnel, puisque quand j'ai eu terminé tout mon cursus, il n'y avait pas vraiment de poste à Paris pour moi, autre que dans des hôpitaux généraux. Et à l'époque, je ne m'étais pas vraiment posé la question de l'exercice libéral. Alors, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai eu fini toute ma formation? Je suis restée praticien attaché à l'hôpital Trousseau parce que je m'entendais bien avec l'équipe. J'ai toujours trouvé que c'était une équipe plutôt sympa et accueillante. Un poste d'attaché, c'est pas très rémunérateur. On n'est pas là pour parler de ça, mais le salaire d'attaché est quasiment équivalent à celui d'un interne dans les derniers semestres, donc c'est pas très fou. Donc il s'agissait quand même de gagner sa vie. Quand on a fait 13 ans d'études, on n'a pas forcément envie d'aller à la banque et de s'entendre dire qu'on ne peut pas acheter un appartement parce qu'on n'a pas les moyens. Donc j'avais trouvé un poste dans un ESPIC, donc on n'est pas là non plus pour parler de ce mode d'exercice, mais ce sont des hôpitaux à but non lucratif où on peut avoir un poste de salarié ou être libéral au sein de ces établissements. Donc moi j'étais salariée dans un ESPIC dans le 94. Et à l'époque, j'ai commencé à faire des remplacements. Alors j'ai commencé à remplacer pendant mon clinica, en fait pour voir un petit peu ce que c'était. Et j'ai continué à remplacer quand j'étais donc attachée et adjoint en ESPIC. Et j'ai fini par démissionner de mon poste en ESPIC pour garder mon poste d'attaché à l'hôpital Trousseau et m'installer en libéral en septembre 2013.
Pourquoi je me suis installée? C'était une opportunité. En fait, on m'a parlé d'une possible installation dans une structure avec des gens qui faisaient la même chose que moi et retrouver une équipe, ça a été quelque chose qui a été peut-être salvateur parce que je pense que ce qui me faisait peur dans l'exercice libéral, c'était la solitude. Alors, je suis installée depuis septembre 2013. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans une clinique déjà bien organisée, avec un plateau technique complet, un bloc opératoire adapté à la prise en charge de l'enfant, de la radiologie spécialisée, avec tout ce qui plaît à un orthopédiste, de l'EOS, un scanner, une IRM pédiatrique, y compris sous âgé. Et je n'étais pas seule, j'étais avec d'autres spécialistes de l'enfant, des spécialistes chirurgiens et des spécialistes médicaux. Ça, c'était très bien. Mais je me suis sentie un peu enfermée dans cette clinique. J'ai eu l'impression de retrouver finalement une partie de contrainte de l'hôpital, l'établissement, la direction, et de pas forcément être toujours très libre de ce que je pouvais faire. Donc, je me suis installée à côté, dans un cabinet, chez moi, et là, j'avais l'impression que j'étais bien. Personne qui m'embêtait, je pouvais faire ce que je voulais, j'avais le droit de gérer mon emploi du temps, parce que travailler dans une clinique et profiter d'un plateau technique d'une clinique, c'est également ne pas avoir sa propre secrétaire, c'est-à-dire avoir une secrétaire de l'établissement qui gère votre emploi du temps et qui, par exemple, vous rajoute des malades alors que vous n'aviez pas forcément prévu de les voir en plus parce que vous aviez envie justement d'aller chercher votre enfant à l'école. Mais quand le patient il est dans la salle d'attente et qu'il est inscrit, on ne peut pas lui dire que finalement on ne le verra pas. Donc, finalement, j'ai trouvé mon équilibre en consultant peu à la clinique, j'y consulte une fois tous les 15 jours à l'heure actuelle, en opérant à la clinique et en ayant mon activité essentielle de consultation dans mon propre cabinet. Alors dans ce cabinet, je ne suis pas non plus seule, puisque je suis avec un autre orthopédiste pédiatre, et je suis avec des pédiatres, un chirurgien viscéral pédiatrique et une généticienne. Donc j'ai retrouvé une équipe. Alors, qu'est-ce que c'est l'activité libérale en orthopédie pédiatrique? Eh bien, c'est encore pire qu'à l'hôpital. C'est essentiellement une activité de consultation. J'ai mis 80 à 90% de l'activité. C'est une semaine type. C'est finalement pas loin de 80-90 consultants et peut-être 5 malades à opérer. Donc, c'est encore plus qu'à l'hôpital. Une activité qui va être plus médicale que chirurgicale. Donc ça, il faut s'y préparer. Pour ceux qui veulent s'installer comme orthopédiste pédiatre, il faudra se dire que ça ne sera pas comme à l'hôpital où les malades arrivent et où ils ont des pathologies à opérer. Il va falloir les trouver, il va falloir les suivre pendant un certain nombre d'années pour peut-être éventuellement les opérer, puisque nous, notre activité essentielle d'intervention est à l'adolescence. On a une forte demande de consultation, c'est-à-dire qu'on pourrait se dire, et c'est le cas de certains de mes collègues, qu'on a une activité exclusive de consultation. Parce que cette consultation d'orthopédie pédiatrique, c'est pas juste dire bonjour et faire un diagnostic, il y a aussi toute la prise en charge. Ça, on le connaît bien à l'hôpital, la prise en charge orthopédique des scolioses, la prise en charge orthopédique des pieds bots. On peut s'occuper, hein, ça occupe toute une semaine. Après, on a quand même une activité chirurgicale, on est chirurgien avant tout. Ce que je dois dire, c'est que cette activité, elle est très variée. On a une activité qui est beaucoup plus variée que celle que vont avoir nos collègues d'adultes, qui vont être plutôt monotâches. On en plaisante souvent, ils sont les spécialistes de la chirurgie ligamentaire du genou. Nous, on va être spécialistes de plus de choses. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir un plateau technique qui est complet. Dans l'établissement où je travaille, on fait du tout petit au très grand, du simple au très compliqué, puisque nous faisons même de la chirurgie de la scoliose au sein de l'établissement, puisque nous pouvons bénéficier d'une USC pédiatrique. Après, c'est une activité qui est assez collaborative, ça j'y reviens après. On n'a pas tous une activité qui est lissée, on a nos domaines de compétences et on n'hésite pas à s'adresser entre nous, les malades, donc, qui ont des pathologies particulières et qui vont nécessiter une expertise particulière. Là, je vous avais mis sur la droite
ma semaine type. C'est une semaine assez cohérente. Moi, le lundi, je travaille. Alors là, cette semaine-là, je sais plus. Ah oui, donc. En fait, je travaille tard le soir. Je travaille peu le matin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vois essentiellement des grands enfants. Et donc, du coup, je les vois quand ils n'ont pas classe. C'est aussi une contrainte du libéral. Moi, on m'avait toujours dit, tu vas faire de la pédiatrie, tu ne verras pas tes enfants. C'est un peu vrai. C'est-à-dire que je travaille tard le soir, je travaille le mercredi, je travaille le samedi. C'est aussi comme ça que j'ai pu me faire connaître. C'est comme ça que j'ai recruté des malades au départ. Je me dis que peut-être dans les 10 années à venir, maintenant que les gens me connaissent et que j'ai mon lot de correspondants, je changerai un petit peu certaines choses. Mais au départ, c'était une nécessité pour commencer à avoir du recrutement. Alors l'équipe, parce que on sort de l'hôpital, on travaille en équipe. Encore, j'ai de la chance. On est une équipe. On est quand même un certain nombre à être du même âge. Donc ça aussi, c'est bien. Parce qu'on se connaît bien, on s'entend bien et on arrive même à se parler en dehors du travail. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Est-ce qu'on travaille vraiment ensemble ? Pas vraiment. On travaille à côté. C'est-à-dire qu'on peut se demander de l'aide. On peut, ça m'arrive d'aller aider des collègues. J'ai des collègues qui viennent m'aider pour des chirurgies lourdes. Je trouve ça agréable. Après, si j'ai un problème, je suis seule. Après, l'autre chose dans l'équipe qu'il ne faut pas négliger si on veut s'installer, c'est l'anesthésiste. Je n'ai pas d'anesthésiste qui veut endormir mes enfants. Je ne peux pas être chirurgien pédiatre. Donc, on ne peut plus, à l'heure actuelle, se dire je vais aller m'installer où je veux parce que ça ne marche plus comme ça. Et il y a une nouveauté également, c'est que maintenant, l'activité de pédiatrie est soumise à autorisation. C'est une activité qui est soumise à autorisation, tout comme la cancérologie, tout comme la chirurgie bariatrique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire je quitte l'hôpital parce que je ne m'y plais pas, je veux aller faire de la chirurgie pédiatrique en ville. Ça n'est plus possible. Il faut un établissement qui veuille nous accueillir et malheureusement, on l'a vu là dans les demandes d'autorisation puisque c'est très nouveau, ça date de cette année, finalement, il y a très peu d'établissements qui ont demandé ces autorisations de pédiatrie. Donc ce n'est pas un très bon signe pour l'avenir parce que dans les perspectives d'activité libérale en orthopédie pédiatrique, oui, on va pouvoir s'installer parce qu'il y a une forte demande de consultation, mais comment trouver un plateau technique adapté ? Il y a une faible attractivité de l'activité de pédiatrie pour les établissements privés, donc il est probable qu'ils ne vont pas faire de demande pour développer cette activité-là. Et il y a une pénurie d'anesthésistes pédiatres, parce que c'est une activité qui est finalement moins rentable pour un anesthésiste qu'une activité d'adulte, pour plein de raisons, et ça on peut le développer. Essentiellement, on va dire peut-être mes collègues n'auront pas le même avis, mais sur justement ce qu'avait évoqué Isabelle James, les compléments d'honoraires, qui sont bien moins importants. Nous, on demande beaucoup moins d'argent que ne demandent nos collègues d'adultes. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'adresse pas à la même population. La population pédiatrique, ce sont des jeunes parents, et les jeunes parents, ils ont moins d'argent à consacrer aux soins de leur enfant. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas payer, c'est juste qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc du coup, on a tendance à être moins attractifs également pour nos collègues anesthésistes, parce qu'ils ne vont pas demander tant d'argent que ça pour avoir une activité qui est quand même plus dangereuse et qui va impliquer beaucoup plus de médico-légal que de l'anesthésie standard. Après, il y a des renégociations à l'heure actuelle avec la CCE, c'est des renégociations conventionnelles pour une revalorisation des actes de CCAM. On peut espérer qu'il y ait des actes spécifiques pédiatriques. Ça ne semble pas très bien parti. Très bien. Je vous remercie, Dr Roger Demare, pour cette présentation. Parfaitement complémentaire aux deux présentations d'avant, parce que c'était une présentation plus personnelle. Et c'est ce qui manquait peut-être aussi dans ce débat.
Vous nous avez montré un petit peu le parcours qui amène à faire de la chirurgie libérale. Vous rappelez aussi que tout n'est pas rose en chirurgie libérale, la nécessité d'avoir une structure adaptée. Travailler en équipe, c'est possible. En chirurgie libérale, vous dites bien qu'on n'est pas seul. En tout cas, il faut essayer d'être le moins possible seul et qu'on peut travailler en équipe. Voilà. Je vous remercie toutes les trois pour ces 3 présentations. Vous posez aussi le débat, les bases du débat sur l'avenir. Je pense que ça va poser quelques questions dans la dernière partie. Sur l'avenir de la chirurgie pédiatrique, j'ai l'impression que vous êtes un peu plus pessimiste sur le développement de cette activité libérale. Peut-être que d'autres auront un avis différent. Une petite présentation, en tout cas un petit débat, une petite discussion avec Maître Georges Lacueille, qu'on remercie d'avoir accepté de participer, qui est avocat spécialisé dans la défense des chirurgiens. Avec qui on va pouvoir débattre, discuter des remplacements en chirurgie libérale. Question importante pour les jeunes internes, je pense, parce que contrairement à nos collègues de chirurgie adulte, c'est vrai qu'on est très peu sensibilisé au remplacement au cours de notre internat. Et je pense que, Dr Kendallop nous l'avait dit, il y a une demande de remplacement, mais c'est vrai qu'on n'est pas sensibilisé. Camille ? À moi la première question, merci. Alors moi, ma première question, aujourd'hui je suis interne et je suis en fin d'internat. Je suis docteur junior. Est-ce que je peux remplacer en clinique? Et si oui, quelles sont les démarches administratives à entreprendre? Donc, il y a déjà une partie de la réponse dans votre question. Vous êtes docteur junior, donc vous êtes inscrite au moins en 3e cycle. Donc avec une spécialité qui n'est pas totalement acquise, mais qui commence à exister. Il y a principalement 2 choses à faire. La première chose, c'est le Conseil de l'ordre. À la différence des médecins installés, complètement médecins si j'ose dire, on ne notifie pas au Conseil de l'ordre une volonté de remplacer, on lui demande l'autorisation. Donc ça, c'est vraiment le gros distinguo. Il faut le tampon d'acceptation du conseil départemental de votre ordre pour procéder à une installation, en lui joignant évidemment le contrat. Et on peut rajouter à ça quelque chose qui est en train de sortir, puisque ça a été discuté très très récemment au Conseil national de l'ordre des médecins. Et donc je crois que ça va être dans l'année, je ne suis pas sûr, mais ça va être dans l'année, l'autorisation du doyen de votre faculté et de votre chef de service. Donc ça, c'est des choses qui n'existent pas du tout aujourd'hui, mais qui vraisemblablement vont tomber dans les mois ou plus tard années qui viennent. Donc cet aspect administratif ordinal, non pas une notification, tiens, je procède à un remplacement comme le font les autres médecins, mais une demande d'autorisation. Le deuxième aspect des choses, il est assurantiel. Il ne faut pas confondre remplacement avec acte détachable du service. C'est une activité totalement autonome, individuelle, personnelle. On n'est pas couvert par l'hôpital. Donc, impérativement, souscrire une assurance responsabilité civile, même si aujourd'hui, le médecin remplacé pourrait faire bénéficier le remplaçant de son assurance. Le texte est là, on pourrait. Mais pour éviter toute difficulté de garantie s'il y a un sinistre, et a fortiori, imagine un gros sinistre, plusieurs millions, etc., il faut souscrire une assurance. Quand je dis souscrire une assurance, attention, il ne faut pas dire, tiens, j'ai eu telle assurance au téléphone, elle m'a dit, ok, il faut le feu vert de l'assurance, ne serait-ce que par un mail, pour dire, je vous garantis pour cette période de remplacement. Auquel cas, pardon, maître, supposer qu'il y a un incident ou une plainte, c'est la responsabilité entière du remplacé, du remplaçant, Oui. et en aucun cas, Du remplaçant. en aucun cas le remplacer. À partir du moment où vous remplacez, vous êtes un vrai médecin, je dis bien médecin junior, hein, médecin, un acte autonome. Par nature, le remplacé ne va pas être là. Donc c'est vous qui assumez vos actes à tous égards sur le plan médical avec les problèmes techniques de suivi, etc., et sur le plan juridique pour tout ce que vous faites. Là, vous avez développé le médecin inscrit à l'ordre. Donc, effectivement, docteur junior, il est aisé. Mais un interne en vieux semestre, est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans la responsabilité? En deuxième En semestre, vieux semestre, c'est-à-dire, nous, on a le droit de remplacer à partir de 6e, 7e semestre évolue. oui, ça dépend des Vieil interne qui spécialités. n'a pas Mais oui. encore sa thèse, qui n'est pas inscrit à l'ordre.
est-ce que ça change quelque chose dans sa responsabilité? Est-ce que cette fois-ci, il est sous la responsabilité du chirurgien qui remplace? Ah, je crois pas, mais surtout, je crois pas qu'on puisse, si on n'est pas en 3e cycle inscrit et médecin junior, je crois pas qu'on puisse remplacer, hein. À ma connaissance. Moi, j'ai pas cette pratique avec des médecins si jeunes, Il mais me semble à faire confirmer, mais que quand on est interne non thésé, oui, on demande à l'ordre une licence de remplacement oui, et qui va examiner effectivement les capacités, la les capacités. cohésion entre les deux spécialités. Et de même, il faut que celui qui va remplacer ait une assurance, effectivement. Ah, ça c'est sûr, mais sur on le demande plan, une licence de remplacement. sur le plan de l'assurance, ça c'est certain Voilà. pour tout le monde, hein. Tout à fait. Absolument tout le monde. Maintenant, moi, je ne peux pas vous répondre avec précision pour des médecins internes non thésés, hein. Ça, je ne sais pas s'ils peuvent rentrer en activité de remplacement. Ok. C'est un point à vérifier, hein. Et alors, qui a le droit de remplacer? Le CCA, le PH attaché, le chef de clinique, le PH attaché, Alors, le le PH à temps plein, le PH à temps partiel? Qui a PH le temps droit de plein, remplacer? non. PH temps plein, non. Chef de clinique, oui. Je crois que le statut des chefs de clinique, je pensais que c'était à moi, mais le docteur m'a dit que c'est 32 ou 33 jours, Oui. quelque chose comme ça. Donc ça, c'est prévu dans le statut. Et les autres peuvent remplacer, évidemment. Mais temps plein, non. Il faut préciser aussi que pour ce qui concerne les contrats de remplacement, c'est d'une durée maximale de 3 mois. Renouvelable. Si c'est plus court, il peut y avoir une succession de contrats de remplacement, mais à chaque fois, il faut faire un contrat, même si c'est 15 jours plus tard, un mois plus tard, on refait un contrat et on refait le même chemin, assurance et ordre. On ne peut pas dire, tiens, j'ai demandé une première fois à l'ordre, j'ai eu le tampon de l'ordre, j'ai une garantie d'assurance pour le contrat d'il y a 1 mois ou 2 mois, on recommence la même chose. Très bien. Très bien. Et alors, moi, j'avais une autre question, un peu moins administrative. Moi, dans mon quotidien, en tant que remplaçant, en structure privée, est-ce que dans mon approche avec le patient, dans la communication, la gestion du dossier, est-ce qu'il y a certaines choses auxquelles je dois être plus vigilante que je peux le faire dans mon activité au CHU? C'est une très belle question parce que c'est quasiment de l'éthique médicale, votre question. On est loin du juridique, là. Encore que peut y avoir des liens. Je crois que quand on sort de l'hôpital, d'après ce que je vois, ça fait 30 ans que je fréquente et je défends les chirurgiens, et je crois que chacune de vous trois l'a évoqué, il y a ce sentiment de liberté et qui va, vous l'avez très bien dit chacune aussi, avec la solitude. Donc il n'y a personne à côté de vous, même s'il y a une équipe. Quand il y a un problème, vous l'avez dit à l'instant, je suis seul. D'ailleurs, quelque chose qui est assez commun aux avocats. Au moment où on est au cabinet, on est plusieurs, au moment où on plaidait, comme au moment d'opérer, on est seul. Donc, quand vient le temps de la complication, par exemple, là, il y a tout à apprendre. Puisqu'à l'hôpital, je suppose que la complication, ce n'est pas le chef ou l'interne qui a aidé, ou le chef qui va tout seul s'occuper des choses, ou s'il le fait tout seul, il aurait pu en parler en staff avant avec son chef de service, son PH, etc. Je crois que ce qui est fondamental à propos de la complication, c'est d'être encore plus présent que quand tout va bien. Et c'est paradoxal, parce que quand on a une complication, je crois, on est un médecin, on est là pour faire du bien, soigner, aider, on culpabilise. Quand on culpabilise, on a envie d'être à l'autre bout du monde. Or, précisément à ce moment-là, ce temps-là, c'est le temps où il faut être le plus près du patient ou de sa famille. Donc la chose que je dirais, c'est ça, c'est la présence, une vraie générosité, une vraie présence humaine dans les moments de complication. Et ça, la famille des patients, les patients le ressentent. Et je crois que ça peut permettre d'éviter beaucoup de malentendus qui sont souvent la cause de procès. Et permettez-moi de rajouter un détail à propos de ce concept, il faut évacuer la culpabilité. La culpabilité va vous paralyser. Elle va vous paralyser dans vos actes, dans vos gestes manuels, chirurgicaux. Si jamais il y a un petit truc qui se passe, respirer, puis reprendre les choses froidement. Dans le contact humain, c'est pareil. La culpabilité n'est jamais une bonne conseillère. Dans la réflexion même, hein, dans ce qu'on pourrait penser d'action ou de solution potentielle pour la suite, une fois qu'on est... Si je peux effectivement aussi abonder, votre question c'était l'interne qui va remplacer ou le jeune qui va remplacer. Par rapport à l'hôpital, je pense qu'il faut qu'ils prennent le temps,
quand il va poser une indication chirurgicale, d'expliquer vraiment, de faire des dessins, d'expliquer exactement comment ça va se passer. Ce qu'on le voit dans les problèmes assurantiels, de donner le résultat attendu et de donner aussi tous les aléas et toutes les complications qui peuvent arriver. Parce que si quelque chose arrive, le patient aura été prévenu. Et on parle beaucoup aussi, je pense que vous voudrez même l'enseigner, de l'annonce de la complication. Les patients, ce qu'ils veulent entendre, c'est on est embêté. Encore une fois, ce n'est pas de la culpabilité, ce n'est pas de s'auto-flageller en disant j'ai fait une faute. Le fait de dire écoutez, c'est arrivé, on vous avait prévenu, mais je suis vraiment embêté et vous inquiétez pas, je vais vous accompagner et passer 10 fois dans la chambre. Et aussi, ce que souvent les patients veulent entendre, c'est on a pris les mesures pour que ça n'arrive plus. Eh bien, on peut les accompagner et limiter les risques médico-légaux derrière. Alors en fait, ce que vous nous dites, c'est que qu'on soit en libéral ou à l'hôpital, on a exactement les mêmes obligations, mais qu'en fait, le lien avec le patient est différent, parce qu'il n'y a pas l'intermédiaire de l'hôpital qui fait un petit peu couvre-chef et qui va s'occuper de gérer les problèmes, etc. Vous êtes En gros, seul. quand vous avez un problème, que ce soit d'ordre légal, etc., vous êtes seul face au patient. Ah, mais c'est sûr. Ouais. Sur le plan juridique, en matière médicale, ce sont les mêmes règles. Hein. Un défaut d'information, il peut être reproché dans le cadre de l'activité hospitalière. Simplement, comme vous l'avez dit vous tout à l'heure, c'est à l'hôpital qu'on va s'adresser, c'est lui qu'on va attaquer en justice. Ce n'est pas le praticien hospitalier. Mais le moyen juridique, c'est-à-dire par exemple défaut d'information, perforation d'un organe, ce que vous voulez, ce sont les mêmes moyens qu'il s'agisse de l'établissement public, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire pour l'activité libérale d'un chirurgien. C'est la même chose. Mais avec un niveau de conscience qui n'est pas le même et un statut de responsabilité qui est opposé, puisqu'à l'hôpital, vous n'êtes pas responsable, sauf si c'est détachable, ce qui est tout de même rarissime. Hein. Si vous pouvez me permettre, moi, il y a quelque chose que je m'astreins à faire également quand je programme un malade au bloc opératoire en exercice libéral et que je faisais moins à l'hôpital pour des questions, on va dire, d'organisation et de délai de rendez-vous. Je m'astreins à donner toujours un délai de réflexion aux parents. Je fais de la chirurgie fonctionnelle, je ne sauve pas des vies. Il n'y a quasiment jamais d'urgence à intervenir. Puisque là, on est dans le cadre de la chirurgie programmée, on n'est bien sûr pas dans le cadre de l'enfant qui vient pour une fracture et bien sûr, on ne va pas laisser tergiverser les gens sur la réflexion puisqu'il peut y avoir des conséquences néfastes pour l'enfant. Mais dans le cadre de la chirurgie programmée, je ne programme jamais un malade en première consultation. J'évoque la possibilité du geste chirurgical, j'explique les alternatives s'il n'y a pas d'opération et je laisse un délai de réflexion et je demande à ce que les parents me recontactent secondairement pour valider l'indication opératoire. Et je trace l'ensemble de ces choses dans mes dossiers. Vous êtes la cliente idéale. Je fréquente depuis longtemps les organismes d'accréditation où ils nous aient exactement expliqué ça. Et c'est une grande nouveauté quand on démarre une activité libérale. On n'est pas du tout habitué à ça à l'hôpital. On voit le malade, on dit qu'il faut l'opérer, on donne le papier à la secrétaire, il est programmé. Voilà. Avec un tout petit complément, tout ce qui était parfait, n'oubliez pas une chose, il faut tracer. Ah oui, je trace. C'est-à-dire que c'est écrit. Dans le dossier. Parce que sinon, au jour du procès, on ne m'a pas expliqué. On ne m'a pas dit qu'il y avait une alternative médicamenteuse ou bien une autre technique chirurgicale éventuelle. Tracé. Mais c'est ce que vous dites est parfait. Et je ne programme jamais une intervention avec des parents où je vois une espèce de défiance, une méfiance sur l'intérêt réel de la chirurgie. Je pense aussi c'est encore quelque chose qui est possible en France. Ils ont le droit de prendre un deuxième avis. Et quand je les sens non convaincus parce que je leur raconte, je leur dis qu'ils ont le droit d'aller voir quelqu'un d'autre pour évoquer la problématique de leur enfant. On sort un peu de cette relation, mais on peut continuer. On rentre en fait dans le débat de la dernière partie. Moi, une petite question sur vos expériences, notamment celles qui ont déjà travaillé en hôpital public ou activité mixte. Vous avez l'impression que les patients font plus de recours dans vos activités libérales? Et deuxième question qui en découle, est-ce que est-ce que ça fait peur, en tout cas, est-ce qu'on doit en avoir peur quand on s'installe en libéral de ces recours? J'aimerais bien que les assureurs qui connaissent bien ça nous donnent les statistiques. Parce qu'il me semblait avoir lu que les recours, c'était beaucoup les anesthésistes, les gynécos, les plasticiens. Mais en chirurgie pédiatrique, nous, on est quand même 8 chirurgiens pédiatres à la clinique. Je n'ai pas souvenir que quelqu'un a été mis en cause, surtout longtemps. Hein.
En termes de recours, je ne pourrais pas dire non plus, mais en tout cas, moi, ce que j'ai senti, c'est que quand même, en termes d'attente, c'est un cran au-dessus. Parce que le contrat, il est quand même direct entre le patient et le soignant. Il y a de l'argent qui est directement payé par les familles alors, quand il y a des dépassements, et on a discuté avec Isabelle. Le fonctionnement de la clinique aujourd'hui, pour avoir un semblant d'équilibre, il passe par ce dépassement qui est couvert ou non par les mutuelles. Mais donc ce contrat-là, il y a une attente qui est un peu qui est un peu supérieure. Alors évidemment, quand il y a des soucis, j'imagine que oui, mais moi je l'ai vu d'une manière anecdotique pour les questions de cicatrices. Elle s'aborde assez peu dans nos chirurgies de hernie en ville, elle s'aborde assez peu, parce que ça va de soi. Et elles reviennent assez régulièrement en ville. La cicatrice, elle est... Alors, il n'y a pas de souci, parce qu'elle s'estompe, machin, mais quand même, la cicatrice, elle est un petit peu grande, elle est un petit peu rouge, elle est un petit peu épaisse. Ça n'arrive jamais à l'hôpital. Enfin, moi, ça m'était jamais arrivé. La cicatrice de hernie, mais quand même. Donc, on sent quand même qu'il y a une attente face à un contrat qui est passé de personne à personne, et donc différemment. Donc je pense que potentiellement, je ne connais pas les données assurantielles, mais potentiellement quand même, et en tout cas, même si ça n'est pas une vérité factuelle, quand on travaille, on le ressent. Ce poids-là, en tout cas, moi je l'ai porté plus qu'à l'hôpital. Et on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que à l'hôpital, on ne choisit pas ses patients. En tout cas, le patient ne choisit pas son chirurgien. En libéral, il faut aller chercher ses patients, donc c'est collaborants, pas ses collaborants, ses intervenants, ses correspondants, excusez-moi. Ouais. Et donc, il y a plus d'attente peut-être de la part des patients qui effectivement choisissent leur chirurgien parce qu'il est renommé, parce qu'il fait telle technique et ainsi de suite. Absolument. Il y a juste une chose qu'avait dit Amélie sur laquelle je voudrais revenir, c'est concernant l'installation, c'est que rien à voir avec l'assurance, pardon, c'est le taux de conversion. Il est assez variable en fonction des spécialités. Et donc c'est vrai qu'en orthopédie, peut-être il est à 10%, votre taux de conversion, en tout cas en viscéral et urologique, il est bien plus élevé que ça. Alors c'est de la pathologie plutôt courante, mais on a un taux de conversion qui est plutôt, si on prend l'ensemble des consultations, plutôt au mieux entre 30 et 40%. Donc ça veut dire que un patient sur 3 de la consultation aboutira finalement à une demande d'intervention. Et ça, c'est très différent dans la pratique. D'ailleurs, pour ceux qui veulent se lancer dans une installation en orthopédie pédiatrique et qui veulent aller draguer une clinique, il ne faut pas vendre du rêve. C'est-à-dire qu'il faut quand même dire qu'on sera peut-être beaucoup là, occuper un bureau de consultation, mais on ne sera pas trop là pour occuper des salles d'opération, sachant que la plupart des cliniques recherchent des chirurgiens qui opèrent parce que les cliniques ne gagnent pas d'argent sur nos consultations. Enfin, la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça marche. On loue des bureaux dans les cliniques et ils se rémunèrent sur les hospitalisations qu'on réalise chez eux et les actes techniques. L'orthopédiste pédiatre est on va dire peut-être une chimère, quelque chose qui est bien d'avoir dans un établissement parce que ça fait vitrine, ça attire du monde parce que ça rend service. Il y a beaucoup de demandes de consultation, mais par contre pour un établissement purement comptable. Mais est-ce que quand on soigne un enfant, on ne soigne pas, enfin en tout cas la clinique ne va pas finir par soigner toute la famille? Tout à fait. C'est un argument. C'est un argument. Produit d'appel. C'est un argument. Terme un peu trivial, mais... Mais c'est exactement ça, et c'est comme ça qu'on m'avait présenté mon activité quand je me suis installée dans la clinique dans laquelle je travaille. C'est que finalement, je servais quelque part de porte d'entrée pour les autres. Et si je peux aller aussi sur ce terrain-là, tu parlais justement des établissements et du fait que c'était compliqué justement de trouver des établissements qui puissent accueillir tout ce monde. Je pense que je reviens sur le DSR et sur les établissements spécialisés. Il n'y en aura peut-être pas des millions en France, mais on peut imaginer que les établissements qui demanderont ces autorisations d'activité, justement, se donneront les moyens d'être larges et de recruter plusieurs chirurgiens de chaque spécialité, plusieurs médecins et d'avoir les plateaux techniques. Et qu'après, les patients soient fléchés vers ces établissements-là. Ça, je pense que c'est un des éléments positifs de cette mesure. Peut-être éviter d'avoir... c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais peut-être que ce que j'ai mal vécu dans mon ESPIC de l'Est parisien, c'était la solitude. C'est être seul dans un hôpital à faire une spécialité, c'est totalement insupportable.
La solitude en libéral, on le sait, mais on peut être seul ensemble. La solitude d'un spécialiste, un hyper spécialiste dans un hôpital avec que des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites, c'est absolument insupportable. Et en ça, moi, je trouve que l'activité libérale, en tout cas aujourd'hui, et c'est pour les futurs jeunes, les jeunes qui seront futurement en ville, elle a aussi beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça correspond à une mutation. Les chirurgiens des générations précédentes voulaient travailler vraiment tout seuls. Aujourd'hui, les statistiques, les études le montrent. Les jeunes qui s'installent, quelles que soient les spécialités, ont envie de s'installer associés, enfin peu importe le niveau d'association. Et aujourd'hui, en tout cas en chirurgie infantile, pratiquement tous les gens que je connais travaillent dans des endroits où on est en association. Et en ça même, c'est même beaucoup plus fluide qu'à l'hôpital. On en parlait avec Isabelle. Je pense qu'on a tous maintenant dans nos téléphones, au bout d'un petit peu de temps d'installation, les téléphones de collègues dans différentes spécialités. Et donc très honnêtement, l'appel à un ami, on l'a très vite et très souvent. Et on a... beaucoup plus que l'hôpital. Ouais. Beaucoup, enfin en tout cas pour ce qui me concerne, et quelle que soit la spécialité, que ce soit le pédiatre généraliste, que ce soit le pédiatre spécialiste pneumo ou gastro, ou quand j'ai besoin d'un orthopédiste ou d'un plasticien. Et en tout cas, il ne faut pas s'imaginer, la solitude elle existe face à la responsabilité médico-légale, face aux patients en train d'opérer, mais ce n'est pas une vie où on est tout seul dans un bunker à travailler, à tout gérer. Votre formule, là, on est seul, ensemble. Oui, c'est ça, on est seul ensemble. Ouais, c'est une belle expression. Et dans le complément de ce que vous dites, il ne faut pas hésiter à notre époque, les choses ont tout de même changé en 50 ans, à appeler un avocat. Ou par exemple, Branché fait un travail formidable aussi d'accompagnement, pas du tout en phase contentieuse, mais avant. Ça ne va coûter rien. Branché va être gratuit. Et moi, mon cabinet pour les appels téléphoniques de médecins, je ne vais pas facturer, et pas aux États-Unis, je ne vais pas facturer un quart d'heure de conversation. Il faut avoir le réflexe. Tiens, il s'est passé telle chose, est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas, est-ce que j'écris? C'est une sécurité, c'est gratuit et ça permet au début de se mettre dans le bon axe. Et puis après, les réflexes sont acquis, et on a moins besoin, encore que. Mais c'est important d'appeler, oui. Et dans les établissements, il y a aussi autre chose qu'on ne connaît pas à l'hôpital, même si ça existe à l'hôpital. Il y a en fait les représentants des usagers des établissements. Et il y a des commissions avec en général un médecin de l'établissement qui siège dans ces commissions-là. C'est à double tranchant, c'est-à-dire que vous êtes plus ou moins représenté par un de vos pairs qui est censé vous défendre. Ça peut marcher, c'est-à-dire que si vous avez la chance, ce qui est le cas dans l'établissement où nous travaillons avec Nasia, c'est un vieux chirurgien qui fait ce rôle-là, qui est très calme et qui reçoit les familles, et il arrive à désamorcer pas mal de conflits. Mais il y a aussi dans cette commission les chefs d'établissement, et les chefs d'établissement ne sont pas toujours nos amis. Ils essaient souvent de se dédouaner de toute responsabilité pour que nous endossions, nous, chirurgiens et anesthésistes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais quand on parle du couple anesthésiste-chirurgien, quand il y a un problème au bloc opératoire, c'est une responsabilité conjointe, qu'elle soit du fait de l'anesthésiste ou du fait du chirurgien. Si je dois conclure sur cette partie, je pense que si on veut remplacer les formules, les tâches administratives ont l'air assez simples, se déclarer à l'ordre et puis être assuré. Mais ça implique une responsabilité qu'on a à l'hôpital, mais dont on ne se rend peut-être pas compte dans notre activité. Donc il faut se sentir prêt à remplacer. Je vous remercie, Maître, d'être venu répondre à nos questions. Avec plaisir. Je crois que je dois vous libérer puisque vous avez d'autres activités pour cet après-midi. Ouais. Merci beaucoup à vous. Au revoir. On a déjà bien avancé dans le débat, mais on continue le débat. Donc on a commencé. Il nous reste quelques minutes pour répondre à des questions. Un point, je pense, un peu intéressant que vous avez soulevé dans votre première intervention sur la démographie. Donc, le problème de démographie, comme toutes les spécialités, mais encore plus en chirurgie pédiatrique, peut-être dû au fait que c'était une spécialité historiquement hospitalière. Est-ce que la chirurgie libérale sera un moyen d'améliorer la situation? Et dans ce sens, est-ce que vous avez l'impression que, et là-dessus ça peut faire débat, que la chirurgie libérale va se développer de plus en plus et qu'il y aura de plus en plus de demandes? Je peux commencer avec vous. Ouais, alors moi j'en suis convaincue, en tout cas pour ma spécialité, parce que en tout cas en chirurgie viscérale urologique, on peut assez facilement cliver les pathologies et
en se posant la question de l'autre côté, c'est l'hôpital, le CHU est en difficulté, l'hôpital public est en difficulté, quelle est sa mission? Quelles seraient ses missions? Et en partant de là, on voit, peut-être c'est choquant ce que je veux dire, mais on voit bien que dès que la pathologie est plus légère, il y a moins d'investissement et il y a moins d'intérêt. Et donc, c'est aussi moins facile pour les patients. Le traitement est du même niveau, évidemment. Je ne dis pas qu'on traitera moins bien une hernie qu'à l'hôpital qu'en ville, pas du tout. Mais la prise en charge globale, elle est... je dirais qu'elle est moins efficiente. Moins efficiente, elle est globalement peut-être moins satisfaisante, mais parce que l'hôpital a encore une fois d'autres missions et se focalise sur autre chose. Et moi, je pense que, on va être un peu carrément politique là, et que sans doute l'une des erreurs qui a été faite stratégique, c'est de penser que dans cette histoire de problèmes financiers de l'hôpital public, l'idée c'était de courir après le lièvre et la manière de fonctionner des établissements privés. Ça, j'en suis convaincue, ce ne sont pas les mêmes patients, ce ne sont pas les mêmes demandes, et donc on ne peut pas développer l'ambulatoire à l'hôpital comme on le développe à la clinique. Il y a d'autres questions qu'il faut se poser. Et donc, pour revenir à cette question-là, absolument oui, ça devrait pouvoir se développer, et moi je pense que ça doit se développer, avec chacun son travail, donc en complémentarité, avec des pathologies courantes un peu moins lourdes, un peu moins risquées pour les patients, qu'on pourrait tout à fait développer en ville pour libérer la charge à l'hôpital. L'hôpital garder cette mission-là de patients plus lourds, d'oncologie, de chirurgie thoracique, néonatale, réanimatoire, transplantation, et travailler ensemble. Et le pendant de ça, c'est que quand on dit ça, la réserve, c'est quid de la formation des internes, parce que si effectivement on clive complètement, eh bien l'interne, il va finir son internat et il ne saura rien faire. Et moi je réponds pas du tout. Si on va au bout de cette collaboration, l'interne peut, dans sa maquette, avoir ce qui se fait dans d'autres spécialités ou en médecine générale, faire 6 mois de ville ou 1 an, et faire cette pathologie pour que ce soit un vrai parcours et que chacun se ressente sur ses missions et ce qu'il sache faire le mieux. Donc ma réponse est absolument oui. Moi je dirais oui mais. Oui mais parce que oui, il y a de la place pour l'exercice libéral en orthopédie pédiatrique, mais il faut un établissement qui puisse nous accueillir avec un plateau technique. Absolument. Et des anesthésistes. Et c'est peut-être ça le problème. C'est pas l'attractivité de l'activité ou la demande qu'il peut y avoir sur le plan territorial. Alors, l'orthopédie pédiatrique, je pense que tu me diras la même chose. Nous, c'est encore pire en termes de démographie. C'est-à-dire que nous, on n'est pas assez nombreux déjà pour occuper les postes hospitaliers qui sont ouverts. Donc, je ne sais pas si vraiment il y a tant que ça de candidats à l'exercice libéral en orthopédie pédiatrique. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a reproché, de m'être installée en ville. On m'a dit, j'ai fini mon clinica en 2012. En 2012, il y avait des postes à peu près dans la France entière. C'est juste que moi, en tant que femme, jeune mariée, je ne voulais pas aller dans une ville éloignée de mon mari. Et ça, c'est aussi une nouveauté, la féminisation de la profession. Et c'est pour ça que je me suis installée en libéral. Mais est-ce que ce sera le cas pour d'autres? J'en sais rien. Parce que il est probable aussi qu'il va y avoir des contraintes d'aller prendre des postes dans des villes où sinon le service d'orthopédie pédiatrique va purement disparaître. Et c'est le cas déjà dans certaines villes universitaires. C'est sûr qu'on ne peut pas dépeupler le CHU pour aller en libéral. Il faut absolument que l'un ne peut pas... C'est ce que, en fait, vous l'avez tout répété dans vos présentations. C'est d'ailleurs pour ça que certainement vous faites une activité mixte. C'est qu'il y a besoin en chirurgie pédiatrique, encore plus que dans d'autres spécialités, d'avoir une collaboration proche entre le CHU, les centres périphériques et les cliniques. En fait, on ne peut pas dépeupler le CHU pour remplir les cliniques libérales. Mais il y a aussi une chose qu'on a un peu abordée. Pour répondre à la question, pour moi, c'est oui et c'est indispensable, mais que ce soit libéral ou
hôpital de périphérie, il y a des bassins de population, il y a des patients. Alors qu'un patient fasse 200 km ou 300 km pour aller dans un centre maladie rare ou pour des poches de lait ou des spina, c'est tout à fait normal et c'est même recommandé. Par contre, on devrait arriver, comme tu l'as montré dans ta carte, et c'était vraiment intéressant, à couvrir la France pour que les gens n'aient pas plus de 50 km à faire pour une hernie, pour un bout de zizi ou une paire d'oreille décollée, quoi. Nous, notre inquiétude en orthopédie, c'est justement la traumatologie courante. La traumatologie courante, jusqu'à présent, était réalisée dans les CH généraux par des orthopédistes, souvent d'adultes. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais peut-être que ce qu'il faut réfléchir, on ne va pas pouvoir se multiplier, on n'est pas assez nombreux. On ne va pas pouvoir traiter toute la traumatologie pédiatrique sur le moins de 15 ans, ça va être compliqué. Il faut qu'on puisse développer d'autres solutions alternatives comme la téléexpertise. Guider le geste du collègue d'adulte pour lui expliquer comment on fait. C'est pas très développé à l'heure actuelle, mais moi j'y vois quelque part une bonne idée, plus que la téléconsultation. La téléconsultation, je pense que c'est pas une solution, mais la téléexpertise en est peut-être une autre. Après, pour rebondir sur la question de la femme, on a évoqué de très loin la grossesse. Moi, j'ai mené à terme une grossesse pendant mon exercice libéral. J'étais sur ma 2e année d'installation. À l'époque, on calculait les cotisations d'URSSAF sur le N-2, c'est-à-dire 2 ans avant. Et l'année où je suis tombée enceinte, ils ont changé les règles du jeu. Donc, c'était calculé sur le N-1. Donc, je me suis retrouvée avec un arriéré d'URSSAF de plus de 25 000 €. Avec 0 revenu, puisque trouver un remplaçant en orthopédie pédiatrique, ça n'est pas possible, il n'y en a pas. Et donc j'avais arrêté mon activité. Donc pour financer ma grossesse, j'ai fait un prêt personnel pour payer l'URSSAF. Combien de temps je me suis arrêtée? Combien de temps a duré mon congé maternité? J'ai accouché un 6 juin, je me suis arrêtée de travailler un 4 juin et j'ai repris le 25 août. C'est la réalité aussi de l'exercice libéral en tant que femme. Et toutes les difficultés que vous aviez évoquées tout à l'heure, tout n'est pas rose en exercice libéral. C'est ça. Donc voilà. Y compris financièrement. Financièrement, il y a des grosses contraintes. Après, je ne regrette pas. J'ai pu profiter de certaines choses que je n'aurais pas pu faire en tant que femme hospitalière. Je peux m'impliquer dans des activités à l'école, ce qui n'aurait pas été possible si j'avais pas été libérale. Finalement, c'est un mauvais moment à passer, mais ça s'est passé. Bien. Eh bien, en tout cas, merci à toutes pour ces belles présentations et puis ce dernier débat que nous avons eu ensemble. Je pense qu'on peut conclure en disant que l'activité libérale, eh bien, elle implique d'être un bon chirurgien, mais pas seulement, aussi d'être un très bon chef d'entreprise. Et elle implique surtout beaucoup de responsabilités. J'espère que ce webinaire, eh bien, elle apportera de nombreuses réponses aux internes et jeunes chirurgiens qui veulent s'installer. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Au revoir.